6e épisode, les derniers jours. Un abat-jour envoyait en protection brutale la lumière d'une lampe électrique sur le quai de la petite station de Baïvette, près de Belfort. On distinguait, se perdant graduellement dans la pénombre, les silhouettes des attelages de la batterie alignés face aux wagons de la rame arrêtés en bordure du quai. Les bricoles, les harnachements, déposés par terre en tas derrière eux, avaient un aspect minable et affaissé. Des fanaux se balançaient capricieusement de ci de là, les chevaux s'arrêtaient, inquiets et hennissants, devant le trou noir ou pâlement éclairé que dessinaient les portes de fourgons ouvertes. Puis, cinglés par les encouragements bruyants et les injures alternées de leurs conducteurs, ils franchissaient dans le tonnerre sonore de leurs 4 fers pétaradants. Sur les planches, les ponts volants dans la pente unissaient le sol du trottoir au plancher des wagons. Sur des trucs longs et bas, les canons, les caissons, les avant-trains encastrés les uns dans les autres semblaient par leurs roues accoler des monstres aux 1000 pattes souples et articulés. Dans un effort unanime et silencieux, une équipe de servants hissait de centimètre en centimètre un lourd chariot de parc dont la bâche bossuée cachait un amoncellement de bagages hétéroclites. « Attention ! Pour riper la roue de droite, clamait une voix. « Oh, ferme !» L'énorme machine se déplaçait d'une secousse. Une main se posa sur mon épaule. Je me retournai. Métier. Mon lieutenant m'interrogeait. « Eh bien, Lescaut, savez-vous où nous allons ?»« Le commissaire de guerre vient de me remettre notre feuille de route, lui dis-je. Lisez vous-même. » Il regarda à la lueur d'un fanal. « Gare de première destination, Versailles. »« Rien que ça, » gouilla-t-il. « Qu'en pensez-vous ? Destination définitive ? » La chose me paraît claire. Le Nord. Vous croyez ? Dame, vous avez vu le communiqué d'hier, 24 avril 1918. Ça ne va pas du côté du Mont Camel. Le voyage durait depuis 24 heures. Il faisait petit jour. En gare de Versailles, un officier à bandeau blanc griffonna sur notre feuille de route le nom de la seconde destination, Dunkerque. Sous nos regards glissa, encadrée et découpée par les lignes verticales des troncs d'arbres, la pièce d'eau des Suisses qu'encerclait le moutonnement des verdures touffues et que dominait comme une toile de fond la masse théâtrale et chaude du château. Devant ce paysage de rêve, cette majesté souveraine, cet équilibre harmonieux, l'esprit se prenait à douter que la guerre fit rage à proximité et que, quelque part dans le nord, il exista, Python soulevant la plaine, un mont violâtre et décharné, tout couronné de panaches de fumée fugitive. Nous roulions lentement. Pontoise, à Beaucourt. La journée s'avançait, le train abandonnant la ligne directe par Amiens se dirigea vers Eu et Abbeville. La machine soufflait, se débattait dans des montées longues et rudes. Parfois, une bouffée de vent apportait quelques notes d'un refrain braillé à pleine gorge dans un wagon. Métier ausculté d'un air anxieux notre tonnelé de vin qui sonnait clair. Par endroits, des débris de matériel, portières arrachées, carcasses entières de voitures, jonchaient, pauvres choses, les talus du Remblai. Était-ce méfait des bombes d'avion, accident dû au matériel surmené ? Nous ne savions pas. La nuit tombait. On s'arrêta longtemps à Noyelles-sur-Mer pour faire boire les chevaux. Le mécanicien de notre train, décoré d'une médaille militaire toute neuve, nous dit le pourquoi de cet itinéraire détourné. La ligne d'Amiens était sous le feu de l'ennemi. La gare de cette dernière ville, constamment bombardée. Il en venait et avait assuré là-bas le service pendant 8 jours au moment de la grande ruée allemande. L'obscurité était complètement venue et la lune, voilée par des nuages légers, éclairait d'une lumière diffuse un paysage indistinct dans lequel je croyais voir tantôt une mer infinie, tantôt une plaine aux taches nombreuses. Métier ronflait dans un coin du compartiment. Accoudée à la fenêtre opposée, je rêvais, bercée par le roulement monotone et sourd du convoi. Quelle malédiction pesait donc sur nous ? Notre cause était juste, et pourtant, l'assurance de notre bon droit, la certitude de la victoire qui était contenue en puissance, étaient jusqu'à présent à peu près les seuls motifs sur lesquels nous puissions fonder notre volonté de résistance. Aucun fait tangible, aucun triomphe éclatant n'était venu encourager notre long effort. La bataille de la Marne s'effaçait dans le lointain.
Elle avait été pour l'ennemi l'arrêt et non le recul. Depuis elle, nous avions connu des succès, des minutes d'héroïsme, des combats glorieux, jamais nous n'avions ravi la grande victoire. Par contre, d'un seul point nous immobilisant et nous clouant sur place malgré nos déploiements de force, les Allemands avaient de leurs mains demeuré libres, cueillis de victoires éclatantes, fulgurés des coups de foudre terrifiants. Ils avaient abattu successivement tous les ennemis que nous avions pu leur susciter, et l'entrée en guerre de nos alliés n'avait bien souvent été pour ceux-ci que le signal de la défaite. Toujours les Allemands nous avaient imposé leur volonté. Ils nous avaient maintenus dans la guerre de tranchées contraire à notre tempérament et à nos provisions. Ils nous avaient appris l'artillerie lourde, appris l'aviation. Maintenant, ils obtenaient ce à quoi nos soins avaient toujours tendu sans résultat, la surprise complète et brutale dans l'attaque. Devant la violence et la promptitude des coups assénés, nous ne pouvions que rompre. Nous demandons avec angoisse si le prochain assaut n'aurait pas raison de nous. De tous les coins de l'horizon, nos longs et nombreux déboires accouraient. Comme un vol de chauve-souris, ils dansaient autour de moi une ronde moqueuse et agitée. Ils m'entouraient et pirent ma faiblesse pour resserrer leur cercle. Je restais immobile, regardant d'un œil fixe et rêveur défiler leur sarabande de silhouettes estompées dans la nuit. Je n'avais pas le courage de les chasser ou de les anéantir. Parfois, l'un d'eux tâchait à retrouver le défaut de ma cuirasse. Une idée rapide traversait mon cerveau. Notre supériorité morale est-elle certaine ? Sommes-nous les champions de la bonne cause ? Ne nous berne-t-on pas ? Une tristesse infinie et nouvelle pénétrait en moi par tous les pores. Une mélancolie affreuse, contre laquelle je me sentais impuissant à réagir, m'enveloppait peu à peu. Pourtant, chose curieuse, cet état de malaise et d'angoisse, quoique d'origine intellectuelle et causé uniquement par des pensées et des réflexions, restait purement physique. Toutes nos déconvenues faisaient ployer mes membres sous la fatigue. Mon esprit était triste, mais il demeurait calme et sans trouble. Ma volonté et ma décision avaient, depuis 4 ans, subi victorieusement des assauts trop violents pour craindre une nouvelle attaque possible. J'étais sûre de moi. Le vol des oiseaux, de mauvais augure, continuait inlassablement. Maintenant, je voyais la gare d'Amiens, la nuit noire et opaque, les régiments débarquant du train et mettant baïonnettes au canon pour foncer tout de suite sur l'ennemi. Là, tout près, peut-être déjà devant la ville, les mécaniciens manœuvrant leurs locomotives et s'essayant à garder leur calme dans l'atmosphère palpitante et nerveuse de l'explosion, partout imminente, où l'on cirait de ne trouver que le silence en réponse à l'attente, où l'on tremble de voir la flamme déchirer l'obscurité, un frisson me secoua. De quelle mauvaise étoffe sommes-nous donc faits pour n'être pas encore aguerris ? Plus la bataille est longue, plus ma chair se révolte et se hérisse devant la souffrance. La peur est un sentiment qui ne s'apprivoise pas. Je ne crois plus à l'accoutumance du danger. Et la lutte est toujours plus violente, l'effort plus grand. De l'esprit qui domine et maintient dans la voie qu'il a tracée la faiblesse humaine. La Flandre, qui s'étalait à ma vue, était presque le pays infiniment plat que j'avais rêvé. L'horizon restait pourtant assez proche, borné par les innombrables fermes, entouré de groupes d'arbres qui sont disséminés dans la campagne. La terre semblait grasse, riche et généreuse. Les champs étaient creusés de sillons profonds dont les levées compactes, bombées, fendillées à intervalles réguliers faisaient penser à des rangées de tuiles creuses imbriquées les unes dans les autres. Au coin de la pièce de terre, une Brabant en observation se reposait en contemplant son œuvre. L'eau affleurait dans les creux des sillons, remplissait les fossés des routes, suintait de tous côtés. Éparses dans la plaine ou se profilant en silhouettes rayonnantes sur le ciel, les moulins à vent abandonnaient inlassablement leurs grands bras dans un tournoiement monotone. Juchés sur leur énorme pivot mal acquéri, équilibrés en manière de queue par la longue pièce de bois qui permet comme un gouvernail de les orienter aux caprices de l'air, vivant d'une vie passive mais sourdement combattante par leurs ailes qui frémissent à la morsure du vent, s'efface devant lui sans céder et lui emprunte son allure vertigineuse et sa puissance insoupçonnée. Ils semblent de grands oiseaux posés au hasard dans un repos momentané et essayant leur force avant de reprendre leur vol vers des pays nouveaux. Présent depuis des siècles, toujours prêt à partir dans la minute prochaine, il me paraissait le symbole de cette province, car tout dans la Flandre invite au voyage.
mais tout en elle aussi rappelle qu'il nécessite une ample provision de richesse et de force. Cette terre est mélancolie. Elle n'a point de charme. Et le sourire d'autres régions plus favorisées, gonflée de sucre, elle fait invinciblement revenir en mémoire l'image classique de la mamelle nourrissante. Elle évoque le travail quotidien, pénible et producteur dont l'obligation pèse lourdement sur nos épaules. Mais elle n'est pas tristesse, car elle ne considère pas comme son propre but, elle distingue généreusement sa richesse, son horizon, s'ouvre sur des vastes et lointains aperçus qui sont pleins d'inconnus et d'espoir, donc de bonheur. Les routes elles-mêmes semblent faites pour de longues chevauchées, bordées qu'elles sont à perte de vue d'arbres immenses développés suivant la ligne claire et carrelée de la chaussée centrale avec ses pavés de pierre cubique qu'encadrent des bas-côtés en terre battue de couleur sombre, kilométrés par les estaminets nombreux aux fenêtres petites et closes, aux murs de briques. Nos silhouettes de guerriers armés et casqués, notre trot indéfini et patient n'y étaient point des anachronismes, et nous ne faisions que continuer la longue suite de tout ce qui les avait foulés sans s'y arrêter. Nous débarquâmes à Roosbruge, au-delà de Dunkerque, dans l'après-midi du 3e jour qui suivit notre départ. La couleur grise du pays, cette envie inconsciente qu'il faisait naître de fuir loin des peines et des tristesses présentes, cette idée aussi qu'il n'était là que comme lieu de passage obligé, une époque transitoire, au-delà de laquelle se trouvait le but tant désiré, convenait bien à mon état d'esprit, et je me laissais promener au gré des ordres reçus. Nous croisions des régiments Highlanders qui revenaient décimer des lignes, mais gardaient toujours leurs cornemuses et leurs chèvres fétiches. Des Chinois échappés de leur camp de travailleurs où ils étaient parqués, erraient à travers les champs de betteraves et venaient se barbouiller la figure au reste de notre cuisine. Il semblait que les plus mauvais temps du début de la guerre fussent revenus. Nous tourbillonnions dans un affolement incessant d'ordres contradictoires. Nos chevaux restaient attelés et bridaient des journées et des nuits, et les batteries boueuses stationnaient d'un air lamentable en colonne ondée. La canonnade lointaine me paraissait, dans ce que je crois être, une illusion de mes sens fatigués plus violente que celle de Verdun, mais loin de m'abandonner à son angoisse et à son attirance, je bouchai mes oreilles pour que son retentissement n'ébranlât point mes forces dénudées. Au bout de 4 ou 5 jours, le 1er mai, nous fûmes engagés à notre tour. Je précédai ma batterie pour aller prendre contact avec les artilleurs que j'allais relever. Dans un creux léger et au bord d'un ruisseau, je trouvai des canons. C'était là. D'un seul coup d'œil, je vis le pré entouré d'un promenoir carré de grands arbres, à l'aspect paisible et reposant. Sur la gauche, Westrooth étalait ses ruines. En avant, une pente douce au début, qui devenait suffisamment rapide pour paraître abrupte en ce pays de relief effacé, s'étageait jusqu'à la crête sablonneuse du mont Noir et du mont Rouge. Tranchant comme un coup de couteau, rapide comme un éclair, un pressentiment traversa mon esprit. La mort, peut-être une blessure, certainement, m'attendait en ce lieu. La batterie que je remplaçais avait eu des pertes sévères. Quelques tranchées pleines d'eau au ras du sol montraient l'inanité des défenses. Je montai jusqu'au mont Noir, observatoire splendide. La plaine immense s'étalait à nos pieds, se fondant rapidement dans l'humidité brumeuse que le soleil de mai ne parvenait pas à dissiper. Sur la gauche, comme je l'avais rêvé, sentinelle isolée en avant de la ligne des monts, le Kemmel, chauve et violet fumé. La position semblait faite exprès pour recueillir tous les gaz asphyxiants qu'il plairait à l'ennemi d'y envoyer. Au soir, la batterie mêla sa voix à un combat d'artillerie. Un écho formidable et étrange se réveillait au passage des projectiles. On eût dit qu'une gueule de l'enfer s'entrebâillait pour accueillir dans un mugissement sonore les noirs messagers emportés par leur course vers le 7e cercle des horreurs. Sentiment en raison, tout était d'accord. J'obtiens d'installer mes canons quelques centaines de mètres plus loin, derrière ce lieu néfaste. Au hasard, un par un, nombreux ou rares, les obus battaient la campagne. Parfois, l'un d'eux défonçait le toit de chaume d'une des innombrables maisons éparses. Une grande flamme fugitive et presque aussitôt disparue jaillissait et ne laissait après elle que les 4 murs de briques calcinées. Seul l'emplacement dédaigné pour moi restait indemne sous nos yeux. Les obus l'épargnaient. Il formait, avec ces grands arbres dont le jeune feuillage frissonnait sans cesse à la brise, un petit oasis au milieu de l'aridité. «
Pourquoi, Lescaut, n'êtes-vous pas resté en ce lieu charmant ? Je ne savais pas. Le 20 mai, je reçus l'ordre de porter ma batterie en une position plus avancée que celle que j'occupais. Je devais pouvoir effectuer des tirs de barrage d'une distance plus proche que ne me permettait de le faire mon emplacement présent. Toute une journée, je cherchais dans la zone qui m'était désignée un coin où poster mes pièces. Un endroit s'imposait, celui que j'avais abandonné lors de mon arrivée dans le secteur. Jardin frais et vert, il observait de loin mes recherches fiévreuses, mais les pressentiments qui m'avaient déjà bouleversée lors de mon premier contact revenaient m'assaillir. Une répugnance presque physique me maintenait loin de ce cloître de grands arbres sous lequel je voyais errer une figure sinistre. J'obstinai, fouillant minutieusement le pays d'alentour. Hélas, les trous d'obus étaient nombreux, rares. Les arbres protecteurs. C'eût été folie d'obéir à des visions. La nuit suivante, mes pièces se campaient dans l'endroit détesté. J'ai vécu là, sans, je l'espère, que personne n'en soit jamais douté, un véritable calvaire. Rien pourtant ne justifie ma peine. Dans l'ivresse bleue du mois de mai, le ruisseau miroitait entre deux haies de ronces profondes et mystérieuses. L'herbe verte poussait à vue d'œil et rendait la terre moelleuse et douce, à l'ombre tachetée des grands arbres. L'artillerie allemande devenait chaque jour moins active et laissait jouir toute la contrée d'un repos de plus en plus complet. Malgré cela, j'étais plongée dans une détresse affreuse. Une angoisse inexprimable m'étreignait. La vie des 40 hommes qui m'entouraient et dont j'étais responsable m'apparaissait comme un dépôt terrible et d'une valeur infinie. Terrible aussi la charge qui m'incombait de veiller à ce que fût accompli notre devoir à tous. Je sentais l'imminence de l'attaque brusquée qui était devenue la méthode de ce combat des Allemands. Je voyais le bombardement abrupt, instantané, formidable. Les trous d'obus se multipliaient autour de moi dans le miracle d'une génération spontanée. Les explosions se recouvraient, les gerbes d'éclatement se rejoignaient, et cette concentration de feu n'était pas spéciale à mon entour. Elle était universellement répartie sur tout le pays. Nous y étions exposés sans défense, et dans la fatigue de mes nerfs, je nous voyais rangés tout nus le long d'un mur, en face de tireurs qui nous visaient suivant leur bon plaisir. Indiscutable et sûr était le devoir de déclencher mon tir de barrage, et la boucherie inévitable se dressait devant mes yeux. Les pelotons de pièces disparaissaient dans une fumée noire et un craquement d'enfer. Les roues pulvérisées, les pièces boiteuses, les volets tordus vers le ciel, les yeux hagards, désespérés et suppliants, les corps se tordant dans l'ultime souffrance ou s'abandonnant dans le repos éternel. Je voyais l'affolement général sous cette brusque surprise et je me demandais si j'aurais la possibilité physique et la puissance morale de tenir mon monde en main et de présider à une telle horreur. Une crainte épouvantable me saisissait de n'avoir pas le courage de rester debout sous la rafale. Puis ma volonté demeurait calme et sans trouble, me redonnait aussitôt assurance. Je dompterais l'épouvante physique, mais la certitude me pénétrait aussitôt que, dans cette domination forcenée, je serais tuée. D'où me venait cette sensibilité exaspérée, je l'ignore. Combien de fois pourtant m'étais-je trouvée depuis 4 ans dans une situation analogue, sans que la moindre crainte m'effleurât. Jamais je n'avais eu avec une acuité semblable conscience du désaccord qui régnait entre les acteurs et le drame. Jamais je n'avais éprouvé aussi nettement combien, produit compliqué d'une civilisation extrême et raffinée, nous étions peu faits pour vivre au milieu du bouleversement brutal et sans mesure dans lequel la guerre nous avait lancés. Sondé en tous ces points, le pré qui nous hébergeait avait révélé 2 endroits où nous avions pu faire des abris qui ne fussent pas envahis par l'eau. Le téléphone, Métier et moi, nous en occupions un. Nous restions de longues heures étendus côte à côte sur notre lit. Je m'efforçais de ne plus penser, de vivre d'une vie animale, de boire et de manger. Les nuits surtout étaient terribles. Sitôt que l'obscurité nous avait enveloppés, la voûte sombre qui nous recouvrait retentissait d'un bruissement sourd et général. Les avions nous surplombaient et sous eux nous nous faisions petits et terrestres. On devinait leur escadre, on les sentait lourds et se traînaient avec peine dans leur ronflement, périodiquement abanant. Puis derrière nous on entendait le fracas des bombes dont ils se délestaient et ils repassaient sur notre tête, rentrant chez eux dans le gazouillement léger de la mission terminée. Je ne pouvais pas dormir et sans bruit je me relevai. J'allais m'asseoir au pied d'un arbre. La nuit était immuable et silencieuse. La lune ronde et pleine se jouait dans les arbres. La bosse énorme du mont noir me cachait les fusées éclairantes. Un silence profond
régnait, que le trouble seul, le croissement des grenouilles dans les bas-fonds, l'air était velouté. On se serait cru à 100 lieues de toute guerre, et j'attendais de minute en minute le rebondissement de ce calme admirable dans le déchaînement des forces ennemies. Je voyais en face de moi les fantassins proches de mettre en ligne, dans le silence complet, les artilleries à leurs pièces consulter leurs montres, les parcs, les ravitaillements attelés et prêts à soutenir l'ultime conquête, et très loin, au bout du fil, un téléphone et un sourire acéré. La nuit s'écoulait lentement, les guetteurs se remplaçaient l'un à l'autre. L'aube naissait, ne serait-ce pas encore pour cette fois-ci? Ce ne fut point la tintamarre gigantesque que j'attendais. Dans la nuit du 26 au 27 mai, vers 2 heures du matin, le bombardement triste et traiteux par des obus asphyxiants s'abattit sur ma batterie. Chacun se réfugia à l'un des 2 abris dont nous disposions. La flamme fumeuse d'une seule bougie dessinait des clairs-obscurs bizarres, laissait des ombres mystérieuses et puissantes dans cet entassement de corps recroquevillés et immobiles. La réunion de toutes ces silhouettes coiffées du masque protecteur évoquait une confrérie de pénitents dont la cagoule, par une de ces libertés frondeuses fréquentes au Moyen-Âge, aurait imité un groin de cochon. Muets et attentifs au camouflet, répétaient que le choc des projectiles infligés à la terre, qui en transmettait les vibrations aux parois de notre refuge, nous attendîmes de longues heures le signal d'alerte que le guetteur accroupi au dehors, entre des sacs à terre, allait donner au vu de la fusée. Ce qui vint, ce furent quelques cris entrecoupés, des appels de détresse. Un obus avait pénétré dans l'autre abri et avait explosé à l'intérieur de celui-ci. Le trou était noir, le gaz puait, la lune semblait rire. Des râles d'asphyxie sortaient de la masse dans laquelle on entrevoyait des bras et des corps vivants serpenter et se dégager au milieu d'autres membres inertes. Le bombardement cessa avec le jour. Le personnel réduit fut réparti entre les canons. J'attendais le soir et la nuit suivante avec la certitude absolue de ma mort. Je n'avais plus d'angoisse, je ne pensais pas. Je ne fis rien de spécial. De minute en minute, de gros pranels éclataient en l'air au-dessus de nos pièces et on semeçait le sol de leur éclat d'acier. Nerveux, je sortais fréquemment de mon trou pour inspecter l'horizon. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je tombais à terre, les jambes fauchées. Quelques gouttes de sang perlaient à ma culotte. Un éclat d'obus m'avait traversé le genou. « Je suis blessée !» criai-je, à Métier qui se trouvait non loin de moi. Et aussitôt 2 sentiments d'un égoïsme forcené et ingouvernable me dilatèrent avec une impétuosité et une puissance que je ne pus pas m'essayer de réfréner. Je suis sauvée, je ne les verrai pas tués sous mes ordres. Une hâte trépidante d'être à l'abri, une peur déchaînée d'être blessée à nouveau se dissimulait à peine sous une douleur atroce qui me faisait pâlir et suer, pendant que Métier me pensait sommairement et que ma batterie désorbitée voletait autour de moi. Mon esprit sombrit rapidement dans une torpeur complète. Comme un point demeurant encore quelque temps en ignition, dans l'obscurité envahissante, une idée fatiguait mon cerveau. Quand je serai guéri, la victoire sera là, et tandis que 4 hommes emportaient mon brancard dans leurs épaules étendues sur le dos, je regardais éclater au-dessus de moi les gros flocons noirâtres, et dans un geste enfantin et béat, voulant vivre et voir la victoire, je protégeais mon ventre avec mes mains. 7e épisode, la gloire. L'avenue des Champs-Élysées prenait des proportions géantes. Les refuges, les réverbères qui, en temps ordinaire, viennent rompre sa ligne avaient disparu. Aucun obstacle n'accrochait plus le regard et la perspective s'allongeait. Immense et majestueuse jusqu'aux chevaux de Marly, jusqu'à la Concorde, jusqu'au Louvre dont les masses harmonieuses bornaient la vue et formaient la toile de fond de ce décor idéalement et théâtralement réglé. Le voile habituel des chaudes journées d'été, impalpable, plombé et bleuâtre à la fois, était tendu sur le ciel de Paris. Le soleil masqué n'apparaissait pas, mais il imprégnait tellement l'atmosphère de ce bel après-midi qu'il semblait s'y être dissous. Une lumière claire, joyeuse et douce, baignait toutes choses. Un flot innombrable de promeneurs emplissait l'avenue à plein bord. D'un pas calme et réglé, sans tourbillonnant, sans heurte, sans bousculade, et descendait uniformément de l'Étoile vers la Concorde. Il semblait que chacun voulût suivre à l'avance et pour son compte la route triomphale que parcouraient le lendemain des drapeaux. Comme si chacun eût conscience d'avoir mérité aussi dans sa petite sphère cette récompense légendaire.
Nous avions décidé, mon ami Métier et moi, de nous lever le lendemain dès 2 heures du matin pour pouvoir franchir les barrages sans difficulté et nous trouver en bonne place sur le passage des troupes. La veille au soir, nous sortîmes pour faire un tour sur les boulevards. Nous allions à pied. Sur tout notre parcours, Paris semblait s'être vidé et la péripétie avoir migré vers le centre de la ville. La vie s'était retirée des quartiers extérieurs. Montparnasse était déjà désert. Le boulevard Raspail allongeait à perte de vue ses trottoirs à peu près vides, ses chaussées que de rares taxis brûlaient dans un trépidement de ressorts fatigués. Quelques retardataires s'engouffraient en hâte dans les bouches du nord-sud. Sur le pas des portes, les concierges regardaient d'un œil d'envie partir leurs maris et leurs familles en groupe. Sur les boulevards, la circulation des voitures était interdite. Sous la clarté violâtre des grands lampadaires électriques, la foule déambulait lentement, envahissant la chaussée et les trottoirs. Mais ce n'était plus la cohue grimaçante et hurlante, le hourvari bourbueux, le peuple en os et en délire, le déguisement de mauvais aloi, dont nous explosions de joie. On n'entendait pas de cris. Un murmure sourd sortait de la foule, un grand calme planait sur elle. D'une allure semblable et paisible, dans un accord unanime et tacite, les promeneurs marchaient tous dans le même sens. Un seul courant animait ce grand fleuve, et nous laissant entraîner par lui, nous nous dirigeâmes aussi vers la Madeleine. Rue Royale, la terrasse de Weber, regorgeait de monde. C'était un encastrement de tables et de consommateurs, un papillotement de taches de lumière et de trous d'ombre. Nous nous y assîmes un instant. La foule continuait de couler sans interruption, et cet exode général dans une direction unique finissait par faire naître une inquiétude nerveuse. Comment la source de ce fleuve humain ne tarissait-elle pas? Vers quel but allaient tous ces gens? Les promeneurs qui passaient en bordure de la terrasse apparaissaient violemment, éclairés par l'illumination brutale du café, et se détachaient un moment sur le fond plus obscur qui se mouvait dans la pénombre de la rue. Des pinceaux de projecteurs balayaient la place de la Concorde, et comme dans un conte de fées, l'eau jaillissant des fontaines était d'une immatérialité pourpre ou verdâtre tour à tour. Nous arrivâmes à l'entrée des Champs-Élysées. Une foule innombrable que l'on devinait à sa rumeur remplissait la grande artère. Tout au loin, une sorte d'aurore boréale oscillait entre les piliers de l'Arc de Triomphe et celui semblait un temple oriental et massif. C'est vers le monument aux morts, je le compris alors, que se dirigeait la lente et continuelle procession des promeneurs. Mais tout de suite un spectacle me frappa, extraordinaire dans sa simplicité. Des deux côtés de la chaussée, tout au long des barrières de bois placées pour faciliter la tâche des troupes qui seraient chargées le lendemain de contenir la foule, 2 ou 3 rangs de spectateurs étaient déjà installés. Les femmes ouvraient leurs pliants, s'asseyaient et regardaient complaisamment défiler les passants. Des familles entières organisaient leur campement. Des messieurs très corrects, le melon sur la tête, s'immobilisaient accoudés à la balustrade de bois ou à côté à un arbre. Des jeunes gens, moins soucieux de leur tenue, s'asseyaient sur le rebord du trottoir. Il y avait parmi ce public des provinciaux qui n'avaient pas dû trouver place dans les hôtels. Arrivés le matin et devant repartir le lendemain au soir, ils acceptaient gaiement une nuit à la belle étoile. Il y avait aussi des Parisiens, familles d'artisans, petits bourgeois, flâneurs et jeunes gens qui semblaient décidés à passer la nuit entière dans l'attente avec la même facilité qu'il aurait stationné 1 heure sous les portiques du Théâtre Français pour, d'une place de parterre, applaudir Mounet Sully. Je sentais que ce n'était pas la seule curiosité qui les faisait demeurer là. Il y avait un sentiment d'impérieuse obligation. Il fallait voir le spectacle du lendemain. Sans lui, notre sens de la victoire ne serait pas satisfait pour le commun des mortels, et j'éprouvais un plaisir vigoureux à me ranger dans cette catégorie. Plus que le traité de Versailles, plus que l'Alsace-Lorraine, plus que l'argent dont le paiement futur choquait le gros bon sens populaire. La vision du défilé attendu serait la matérialisation du succès. Le passage sous l'Arc du Triomphe, c'était une légende, un rêve de toujours prendre encore. Et je cherchais dans ma mémoire à quelle époque il fallait remonter pour trouver des rentrées de troupes victorieuses dans la capitale. La guerre de Crimée, celle d'Italie, je renvoyais vaguement je ne sais quelle gravure, quelle reconstitution représentant la rentrée des troupes d'Italie. Le défilé sur la place Vendôme, l'impératrice à un balcon, l'Italie, la place Vendôme, l'impératrice sans doute, mais... Métier, on passe la nuit. Il me regarda indécis. Nous n'avons pas de manteau, c'est long une nuit. On s'en fout. Nous étions au coin des Champs-Élysées et de l'avenue de l'Alma. Des commerçants d'occasion se dominaient des piles de chaises, nous en louâmes une, il était minuit. Derrière nous, les fenêtres du Fouquet s'éclairaient d'une lumière rose chaudement tamisée. Les sons de l'orchestre qui jouait un one-step
trépidant nous parvenait, interrompu parfois par les cris aigus des danseurs. Métier m'apporta des sandwichs que j'ai dévorés de bon appétit. La foule se faisait moins dense. Des pèlerins redescendaient de l'étoile, quelques bandes braillardes passaient. Un petit bonhomme d'étudiant défila, apportant un relent triste et fade de quartier latin. L'avenue était plongée dans cette pénombre rougeoyante que les nuits de Paris connaissent seules et qui les rend si douces à l'homme, en préservant celui-ci de la peur instinctive que donne l'obscurité, en le laissant jouir de l'intimité que ne permettent pas les crudités du jour. C'est un reflet qu'envoie le ciel qui, de là-haut, regarde la grande ville et est lui-même illuminé par le flamboiement gigantesque de celle-ci. Je laissai Métier à la garde de nos places et je montai jusqu'à l'Arc de Triomphe. Un barrage canalisait la circulation et ne laissait aborder la place que par le côté sud. Sous la voûte soutenue par les énormes piliers se dressait le cénophate, d'un style égyptien et dont les proportions s'harmonisaient bien avec celles de son temple. Des torcheurs flambaient, des projecteurs éclairaient, une lumière douce et égale où le vert se mélangeait au violet baignait le monument. Un goût parfait avait présidé à la mise en scène. L'ensemble était beau, saisissant même. Je le trouvais très triste, car l'impression qui s'en dégageait était infiniment païenne. Le culte du souvenir ne faisait pas galvaniser cette glorification du néant. La foule qui défilait entre une garde d'honneur semblait elle-même désorientée, sans vouloir se l'avouer, comme si un atavisme inconscient lui fût sentir l'insuffisance de la cérémonie et satisfaire ses aspirations intimes. La masse des spectateurs devenait de plus en plus épaisse. Les promeneurs avaient cessé de circuler et s'étaient peu à peu agglomérés au public qui, étagé sur 5 ou 6 rangs, formait une ligne noire de chaque côté de l'avenue. Il était alors 4 heures du matin. Le ciel s'éclaircissait. La fraîcheur de l'aube saisissait chacun. Les arbres de l'avenue dont les branches nous surplombaient se garnissaient de façon inquiétante pour leur solidité. Certains héros étaient juchés à califourchant depuis la veille au soir. D'instant en instant, la foule se faisait plus compacte, les pliants et les chaises avaient disparu. Tout le monde était debout, et l'on sentait se produire une compression lente et invisible qui, pour être moins violente que la poussée brutale des foules en mouvement, n'en était pas moins terrible, car l'on se rendait compte qu'elle était automatique et indépendante de la volonté de chacun. Les troupes chargées de faire la haie arrivaient et prenaient place en un long cordon. Dans le petit jour naissant, des officiers à cheval montaient l'avenue isolée. Presque tous portaient le brassard d'état-major. Un général passait parfois. Maintenant, la compression devenait effrayante. Il était impossible de remuer un bras. On éprouvait de la peine à respirer. En tournant la tête, j'apercevais derrière moi 10 ou 12 rangs de spectateurs. Des échelles et des tribunes improvisées se dressaient en arrière et se remplissaient rapidement. L'esprit se refusait à chiffrer une pareille foule, étalée de la porte Maillot à la place de la République. Le soleil s'était levé et éclairait joyeusement l'avenue. Les fenêtres et les balcons des maisons se garnissaient. Sur le toit de l'hôtel Claridge, à la hauteur d'un 7e étage, on avait installé des bancs de bois en amphithéâtre, qui étaient noirs de monde. Au-dessus, tout au long sommet d'une cheminée de briques, une silhouette se découpait sur le ciel, assise les jambes pendant dans le vide. Des hussards parcouraient l'avenue dans les sens, la déblayant des individus qui s'y faufilaient sans cesse. On vit passer Poincaré en voiture, leur approcher. Le canon tonna à plusieurs reprises du côté des Invalides. Les troupes devaient se mettre en marche. Personne ne disait mot. Le son strident des trompettes jaillit du côté de l'étoile. La plupart des notes grêles se perdaient dans l'air et quelques-unes seulement parvenaient à l'oreille. Mais comme un roulement sourd qui allait se rapprochant de nous, on entendit les acclamations. Une angoisse nerveuse posait son poids sur les poitrines. La fanfare se faisait plus nette. On en distinguait les diverses parties. Dans notre champ visuel apparurent, sur une double ligne qui barrait toute la largeur de la voie, les trompettes de la garde républicaine avec les culottes blanches, les gants blancs à crispins, les casques luisants et les crinières rouges. Derrière eux, sur une même ligne, Foch et Joffre. Foch, mordant ses longues moustaches gauloises, retenait son cheval d'une action de tout son corps penché en arrière. Joffre avait revêtu la culotte rouge et la tunique noire. La foule ne bougeait pas, immobilisée par son entassement même, mais une clameur géante dans laquelle se fondaient des millions de cris enveloppait littéralement les grands chefs. Les acclamations montraient de terre, elles descendaient du ciel, les arbres semblaient vivants. On voyait l'air vibrer sous les sons, on sentait l'âme de tout un peuple
passer dans ce cri de délivrance, de remerciement et de gloire, une tempête de sentiments trop forts et trop tumultueux pour que je puisse les analyser me secouer. Un seul mot me montrait la bouche qui semblait les résumer tous, enfin. Foch était suivi de son état-major et un sursaut d'orgueil faisait redresser la tête à sa vue. L'état-major du maréchal était formé de généraux de toutes les nations du monde. Puis vinrent les nations alliées, qui passèrent en une symphonie magnifique de drapeaux et d'uniformes. L'avenue resta vide. Les acclamations s'éloignèrent et se calmèrent. Un grand silence, on entendait, la minute était religieuse. Tranchant le bruit sourd et houleux de la foule, les clairons dans l'air du matin lancèrent sur un mode héroïque les premières notes du refrain triomphal. Mi, ré, do, sol, do, ré, mi, fa, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la, sol, qui veut dire « La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas ». Un frisson secoua la foule, les nôtres. Les autres musiques jouaient des marches ou des hymnes, celles-là poussaient un cri qui venait du fond des poitrines. Un frisson secoua la foule, les nôtres. Les autres musiques jouaient des marches ou des hymnes. Celle-là poussa un cri qui venait du fond des poitrines. Toute une histoire, toute une hérédité, tout un état d'âme prenait corps à son appel. La gloire, la renaissance, l'estime, la politesse avaient salué nos alliés. Mais au son de ce chant nerveux et triomphant qui faisait battre les cœurs d'un rythme plus accéléré, tous sentiments cessèrent de s'échanger entre ceux qui défilaient et ceux qui regardaient, car il cessa d'y avoir une distinction possible entre les uns et les autres. Tout se fondit en un accord parfait, en un magnifique unisson. C'était nous qui nous défilions, c'était eux qui regardaient. La même émotion nous soulevait tous. Nous nous comprenons sans qu'aucun obstacle s'interposât. Et de même que dans un incendie, les flammes, après avoir léché longtemps les maisons voisines qui résistent à la contagion et s'échauffent lentement, rencontrant un milieu plus propice à leur action, produisent un nouvel embrasement, et que dans un tourbillon d'étincelles, les deux foyers se réunissent en un seul, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer l'ancien du nouveau. De même, les acclamations montèrent droit au ciel, non plus comme adresse de ceci à cela, mais comme manifestation d'un peuple tout entier exprimant sa joie et son enthousiasme. Pétain passa, superbe et olympien, sur un cheval blanc. Les drapeaux suivaient, on tremblait. Les gorges serrées ne pouvaient plus crier. Métier d'une voix blanche me dit, ne sachant plus s'il riait ou pleurait, « Jamais on n'aura payé trop cher à un moment comme celui-là. » Il faut que le sentiment de patrie soit bien puissant dans le cœur de l'homme, qu'il représente un instinct plus fort que toute réflexion et toute volonté, que la joie soit vraiment divine de se sentir en communauté d'histoire et d'aspiration avec ceux qui vous entourent, de frémir comme une même corde sous un même coup d'archet. Et je renvoyais dans mon esprit tout ce que nous avions donné en échange de ce moment. La mobilisation d'abord, l'animation agitait les rues de la ville comme celle d'une fourmilière cinglée par un coup de fouet, les uniformes se multipliaient à vue d'œil comme dans une génération spontanée, les uns coquets et les fiers d'avoir eu raison d'être, les autres sortis de l'armoire dont ils gardaient les plis, certains qui couraient vers la gare, serrés dans une voiture entre une femme et des enfants, d'autres encore démodés et attendrissants dans leur vétusté, tous ringaillardis de secouer un grand jour leurs vieux souvenirs. Je revoyais mes 3 mois d'attente au dépôt, morne et plein de crainte que la guerre ne fût finie avant que j'en eusse goûté. Les débuts du séjour, dans les tranchées auxquelles notre esprit ne pouvait s'accoutumer et que nous limitions à une durée de 2 mois au maximum, puis m'apparaissait la monotonie de cette guerre immobile et le cri grignotement imbécile et sanglant que nous admirions bouche bée. Comme un éclair dans la nuit, c'était la grande espérance de l'attaque de Champagne. Le succès nous échappait de peu. Et plein d'espoir, nous nous préparions dans le calme et le travail à la définitive et victorieuse offensive. Bousculant tous nos efforts, c'était Verdun.
L'effondrement, l'angoisse, le sacrifice, le sang. La guerre se traînait, un troisième hiver déjà. Le printemps ne nous apportait que l'échec lamentable et complet. La catastrophe morale dont nous nous relevions avec lenteur soulevée par un merveilleux et incompréhensible destin. Un quatrième hiver encore, et nous nous apprenions, dans une surprise effarée, que tous nos efforts avaient été vains, que nos affectifs étaient inférieurs à ceux de l'ennemi, et que nous serions dans la nécessité de faire appel à toute notre énergie pour repousser l'attaque finale. La grande silhouette de Wilson seule nous étayait, et soutenue par l'espérance qu'il faisait luire à nos yeux, électrisée par l'exemple du grand vieillard, Clémenceau, en lequel revivait venant d'un passé lointain et mystérieux tout le génie de la race, arc-bouté dans un effort suprême de tout l'être, nous résistions. Et je voyais enfin le dernier quart d'heure, la chute de l'adversaire d'autant plus brutale que sa résistance avait été plus longue. J'ouvrais les yeux et c'était la victoire. Mais ce long regard jeté sur l'espace parcouru ne me laissait voir celui-ci que voilé par un brouillard de sang, piqueté d'un semis de cadavres innombrables, éparses, sur la montagne et dans la plaine, sous les bois et dans les tranchées, dans les trous d'obus et sous les croix de bois. Quel sacrifice! Et quel résultat? La guerre n'avait pas été la grande école que j'estompais. Elle n'avait pas changé l'aspect du genre humain. Elle nous laissait aussi misérables qu'elle nous avait trouvés. Et elle avait pourri les uns et régénéré les autres. Il y avait toujours des fripons et des honnêtes gens. Toujours la charité faisait des merveilles et toujours l'égoïsme tenait son spectre. La lutte pour la vie était plus âpre que jamais, plus féroce la volonté de jouir. Non, le monde n'était pas devenu grâce à la guerre l'idéal Arcadie, où régnerait sans effort la justice et la bonté. Alors à quoi bon à ne pas être allemand, à rester français, à vivre la minute que nous venions de vivre. But imparfait, diront certains, résultat néfaste, source de nouvelles guerres et de nouvelles discordes. C'était possible, je l'ignore. Mais je suis ainsi fait. Nous sommes beaucoup ainsi, et nous n'y pouvons rien. Que je veux vivre à travers dangers et aléas, une vie qui satisfasse à mes aspirations intimes, qui soit rafraîchie par cette source intarissable de joie, continuer la longue série d'ancêtres inconnus qui m'ont légué leur inquiétude et leurs désirs, leur passion et leur qualité. J'estime que ce n'est point ce sentiment de patrie qui troublera jamais la paix du monde, mais j'estime aussi qu'il ne doit jamais s'humilier devant des appétits brutaux et conquérants sous peine de voir disparaître notre raison, même de vivre et de voir renaître une ère de lutte et de violence encore plus sanglante que celle que l'on eût voulu éviter. Septième épisode, la gloire. L'avenue des Champs-Élysées prenait des proportions géantes. Les refuges, les réverbères qui, en temps ordinaire, viennent rompre sa ligne avaient disparu. Aucun obstacle n'accrochait plus le regard et la perspective s'allongeait. Immense et majestueuse jusqu'aux chevaux de Marly, jusqu'à la Concorde, jusqu'au Louvre dont les masses harmonieuses bornaient la vue et formaient la toile de fond de ce décor idéalement et théâtralement réglé. Le voile habituel des chaudes journées d'été, impalpable, plombé et bleuâtre à la fois, était tendu sur le ciel de Paris. Le soleil masqué n'apparaissait pas, mais il imprégnait tellement l'atmosphère de ce bel après-midi qu'il semblait s'y être dissous. Une lumière claire, joyeuse et douce, baignait toute chose. Un flot innombrable de promeneurs emplissait l'avenue à plein bord. D'un pas calme et réglé, sans tourbillonnant, sans heurte, sans bousculade, et descendait uniformément de l'Étoile vers la Concorde. Il semblait que chacun voulût suivre à l'avance et pour son compte la route triomphale que parcouraient le lendemain des drapeaux. Comme si chacun eût conscience d'avoir mérité aussi dans sa petite sphère cette récompense légendaire. Nous avions décidé, mon ami Métier et moi, de nous lever le lendemain dès 2 heures du matin pour pouvoir franchir les barrages sans difficulté et nous trouver en bonne place sur le passage des troupes. La veille au soir, nous sortîmes pour faire un tour sur les boulevards. Nous allions à pied. Sur tout notre parcours, Paris semblait s'être vidé et la péripétie avoir migré vers le centre de la ville. La vie s'était retirée des quartiers extérieurs. Montparnasse était déjà désert.
Le boulevard Raspail allongeait à perte de vue ses trottoirs à peu près vides, ses chaussées que de rares taxis brûlaient dans un trépitement de ressorts fatigués. Quelques retardataires s'engouffraient en hâte dans les bouches du nord-sud. Sur le pas des portes, les concierges regardaient d'un œil d'envie partir leurs maris et leurs familles en groupe. Sur les boulevards, la circulation des voitures était interdite. Sous la clarté violâtre des grands lampadaires électriques, la foule déambulait lentement, envahissant la chaussée et les trottoirs. Mais ce n'était plus la cohue grimaçante et hurlante, le hourvari bourbueux, le peuple en os et en délire, le déguisement de mauvais aloi, dont nous explosions de joie. On n'entendait pas de cris. Un murmure sourd sortait de la foule, un grand calme planait sur elle. D'une allure semblable et paisible, dans un accord unanime et tacite, les promeneurs marchaient tous dans le même sens. Un seul courant animait ce grand fleuve, et nous laissant entraîner par lui, nous nous dirigeâmes aussi vers la Madeleine. Rue Royale, la terrasse de Weber, regorgeait de monde. C'était un encastrement de tables et de consommateurs, un papillotement de taches de lumière et de trous d'ombre. Nous nous y assîmes un instant. La foule continuait de couler sans interruption, et cet exode général dans une direction unique finissait par faire naître une inquiétude nerveuse. Comment la source de ce fleuve humain ne tarissait-elle pas? Vers quel but allaient tous ces gens? Les promeneurs qui passaient en bordure de la terrasse apparaissaient violemment, éclairés par l'illumination brutale du café, et se détachaient un moment sur le fond plus obscur qui se mouvait dans la pénombre de la rue. Des pinceaux de projecteurs balayaient la place de la Concorde, et comme dans un conte de fées, l'eau jaillissant des fontaines était d'une immatérialité pourpre ou verdâtre tour à tour. Nous arrivâmes à l'entrée des Champs-Élysées. Une foule innombrable que l'on devinait à sa rumeur remplissait la grande artère. Tout au loin, une sorte d'aurore boréale oscillait entre les piliers de l'Arc de Triomphe et celui semblait un temple oriental et massif. C'est vers le monument aux morts, je le compris alors, que se dirigeait la lente et continuelle procession des promeneurs. Mais tout de suite un spectacle me frappa, extraordinaire dans sa simplicité. Des deux côtés de la chaussée, tout au long des barrières de bois placées pour faciliter la tâche des troupes qui seraient chargées le lendemain de contenir la foule, 2 ou 3 rangs de spectateurs étaient déjà installés. Les femmes ouvraient leurs pliants, s'asseyaient et regardaient complaisamment défiler les passants. Des familles entières organisaient leur campement. Des messieurs très corrects, le melon sur la tête, s'immobilisaient accoudés à la balustrade de bois ou à côté à un arbre. Des jeunes gens, moins soucieux de leur tenue, s'asseyaient sur le rebord du trottoir. Il y avait parmi ce public des provinciaux qui n'avaient pas dû trouver place dans les hôtels. Arrivés le matin et devant repartir le lendemain au soir, ils acceptaient gaiement une nuit à la belle étoile. Il y avait aussi des Parisiens, familles d'artisans, petits bourgeois, flâneurs et jeunes gens qui semblaient décidés à passer la nuit entière dans l'attente avec la même facilité qu'il aurait stationné 1 heure sous les portiques du Théâtre Français pour d'une place de parterre applaudir Mounet-Sully. Je sentais que ce n'était pas la seule curiosité qui les faisait demeurer là. Il y avait un sentiment d'impérieuse obligation. Il fallait voir le spectacle du lendemain. Sans lui, notre sens de la victoire ne serait pas satisfait pour le commun des mortels, et j'éprouvais un plaisir vigoureux à me ranger dans cette catégorie. Plus que le traité de Versailles, plus que l'Alsace-Lorraine, plus que l'argent dont le paiement futur choquait le gros bon sens populaire. La vision du défilé attendu serait la matérialisation du succès. Le passage sous l'Arc du Triomphe, c'était une légende, un rêve de toujours prendre corps. Et je cherchais dans ma mémoire à quelle époque il fallait remonter pour trouver des rentrées de troupes victorieuses dans la capitale. La guerre de Crimée, celle d'Italie, je renvoyais vaguement je ne sais quelle gravure, quelle reconstitution représentant la rentrée des troupes d'Italie. Le défilé sur la place Vendôme, l'impératrice à un balcon, l'Italie, la place Vendôme, l'impératrice sans doute, mais... Métier, on passe la nuit. Il me regarda indécis. Nous n'avons pas de manteau, c'est long une nuit. On s'en fout. Nous étions au coin des Champs-Élysées et de l'avenue de l'Alma. Des commerçants d'occasion se dominaient des piles de chaises, nous en louâmes une, il était minuit. Derrière nous, les fenêtres du Fouquet s'éclairaient d'une lumière rose chaudement tamisée. Les sons de l'orchestre qui jouait un one-step trépidant nous parvenaient, interrompus parfois par les cris aigus des danseurs. Métier m'apporta des sandwichs que je dévorais de bon appétit. La foule se faisait moins dense. Des pèlerins redescendaient de l'étoile, quelques bandes braillardes passaient. Un petit bonhomme d'étudiant défila, apportant un relent triste et fade de quartier latin. L'avenue était plongée dans cette pénombre rougeoyante que les nuits de Paris
connaissent seuls et qui les rend si douces à l'homme, en préservant celui-ci de la peur instinctive que donne l'obscurité, en le laissant jouir de l'intimité que ne permettent pas les crudités du jour. C'est un reflet qu'envoie le ciel et qui, de là-haut, regarde la grande ville et est lui-même illuminé par le flamboiement gigantesque de celle-ci. Je laissai Métier à la garde de nos places et je montai jusqu'à l'Arc de Triomphe. Un barrage canalisait la circulation et ne laissait aborder la place que par le côté sud. Sous la voûte soutenue par les énormes piliers se dressait le cénophate, d'un style égyptien et dont les proportions s'harmonisaient bien avec celles de son temple. Des torcheurs flambaient, des projecteurs éclairaient, une lumière douce et égale où le vert se mélangeait au violet baignait le monument. Un goût parfait avait présidé à la mise en scène. L'ensemble était beau, saisissant même. Je le trouvais très triste, car l'impression qui s'en dégageait était infiniment païenne. Le culte du souvenir ne faisait pas galvaniser cette glorification du néant. La foule qui défilait entre une garde d'honneur semblait elle-même désorientée, sans vouloir se l'avouer, comme si un atavisme inconscient lui fût sentir l'insuffisance de la cérémonie et satisfaire ses aspirations intimes. La masse des spectateurs devenait de plus en plus épaisse. Les promeneurs avaient cessé de circuler et s'étaient peu à peu agglomérés au public qui, étagé sur 5 ou 6 rangs, formait une ligne noire de chaque côté de l'avenue. Il était alors 4 heures du matin. Le ciel s'éclaircissait. La fraîcheur de l'aube saisissait chacun. Les arbres de l'avenue dont les branches nous surplombaient se garnissaient de façon inquiétante pour leur solidité. Certains héros étaient juchés à califourchant depuis la veille au soir. D'instant en instant, la foule se faisait plus compacte, les pliants et les chaises avaient disparu. Tout le monde était debout, et l'on sentait se produire une compression lente et invisible qui, pour être moins violente que la poussée brutale des foules en mouvement, n'en était pas moins terrible, car l'on se rendait compte qu'elle était automatique et indépendante de la volonté de chacun. Les troupes chargées de faire la haie arrivaient et prenaient place en un long cordon. Dans le petit jour naissant, des officiers à cheval montaient l'avenue isolée. Presque tous portaient le brassard d'état-major. Un général passait parfois. Maintenant, la compression devenait effrayante. Il était impossible de remuer un bras. On éprouvait de la peine à respirer. En tournant la tête, j'apercevais derrière moi 10 ou 12 rangs de spectateurs. Des échelles et des tribunes improvisées se dressaient en arrière et se remplissaient rapidement. L'esprit se refusait à chiffrer une pareille foule, étalée de la porte Maillot à la place de la République. Le soleil s'était levé et éclairait joyeusement l'avenue. Les fenêtres et les balcons des maisons se garnissaient. Sur le toit de l'hôtel Claridge, à la hauteur d'un 7e étage, on avait installé des bancs de bois en amphithéâtre, qui étaient noirs de monde. Au-dessus, tout au long sommet d'une cheminée de briques, une silhouette se découpait sur le ciel, assise les jambes pendant dans le vide. Des hussards parcouraient l'avenue dans les sens, la déblayant des individus qui s'y faufilaient sans cesse. On vit passer Poincaré en voiture, leur approcher. Le canon tonna à plusieurs reprises du côté des Invalides. Les troupes devaient se mettre en marche. Personne ne disait mot. Le son strident des trompettes jaillit du côté de l'Étoile. La plupart des notes grêles se perdaient dans l'air et quelques-unes seulement parvenaient à l'oreille. Mais comme un roulement sourd et qui allait se rapprochant de nous, on entendit les acclamations. Une angoisse nerveuse posait son poids sur les poitrines. La fanfare se faisait plus nette. On en distinguait les diverses parties. Dans notre champ visuel apparurent, sur une double ligne qui barrait toute la largeur de la voie, les trompettes de la garde républicaine avec les culottes blanches, les gants blancs à crispins, les casques luisants et les crinières rouges. Derrière eux, sur une même ligne, Foch et Joffre. Foch, mordant ses longues moustaches gauloises, retenait son cheval d'une action de tout son corps penché en arrière. Joffre avait revêtu la culotte rouge et la tunique noire. La foule ne bougeait pas, immobilisée par son entassement même, mais une clameur géante dans laquelle se fondaient des millions de cris enveloppait littéralement les grands chefs. Les acclamations montraient de terre, elles descendaient du ciel, les arbres semblaient vivants. On voyait l'air vibrer sous les sons, on sentait l'âme de tout un peuple passer dans ce cri de délivrance, de remerciement et de gloire. Une tempête de sentiments trop forts et trop tumultueux pour que je puisse les analyser me secouer. Un seul mot me montrait la bouche qui semblait les résumer tous, enfin. Foch était suivi de son état-major et un sursaut d'orgueil faisait redresser la tête à sa vue. L'état-major du maréchal était formé de généraux de toutes les nations du monde. Puis vinrent les nations alliées, qui passèrent en une symphonie magnifique de drapeaux et d'uniformes. L'avenue resta vide.
Les acclamations s'éloignèrent et se calmèrent. Un grand silence, on entendait, la minute était religieuse. Tranchant le bruit sourd et houleux de la foule, les clairons dans l'air du matin lancèrent sur un mode héroïque les premières notes du refrain triomphal. Mi, ré, do, sol, do, ré, mi, fa, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Qui veut dire « La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. » Un frisson secoua la foule, les nôtres. Les autres musiques jouaient des marches ou des hymnes, celle-là poussait un cri qui venait du fond des poitrines. Un frisson secoua la foule, les nôtres. Les autres musiques jouaient des marches ou des hymnes. Celle-là poussa un cri qui venait du fond des poitrines. Toute une histoire, toute une hérédité, tout un état d'âme prenait corps à son appel. La gloire, la renaissance, l'estime, la politesse avaient salué nos alliés. Mais au son de ce chant nerveux et triomphant qui faisait battre les cœurs d'un rythme plus accéléré, tous sentiments cessèrent de s'échanger entre ceux qui défilaient et ceux qui regardaient, car il cessa d'y avoir une distinction possible entre les uns et les autres. Tout se fondit en un accord parfait, en un magnifique unisson. C'était nous qui nous défilions, c'était eux qui regardaient. La même émotion nous soulevait tous. Nous nous comprenons sans qu'aucun obstacle s'interposât. Et de même que dans un incendie, les flammes, après avoir léché longtemps les maisons voisines qui résistent à la contagion et s'échauffent lentement, rencontrant un milieu plus propice à leur action, produisent un nouvel embrasement, et que dans un tourbillon d'étincelles, les deux foyers se réunissent en un seul, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer l'ancien du nouveau. De même, les acclamations montèrent droit au ciel, non plus comme adresse de ceci à cela, mais comme manifestation d'un peuple tout entier exprimant sa joie et son enthousiasme. Pétain passa superbe et olympien sur un cheval blanc. Les drapeaux suivaient, on tremblait. Les gorges serrées ne pouvaient plus crier. Métier d'une voix blanche me dit, ne sachant plus s'il riait ou pleurait, « Jamais on n'aura payé trop cher à un moment comme celui-là. » Il faut que le sentiment de patrie soit bien puissant dans le cœur de l'homme, qu'il représente un instinct plus fort que toute réflexion et toute volonté, que la joie soit vraiment divine de se sentir en communauté d'histoire et d'aspiration avec ceux qui vous entourent, de frémir comme une même corde sous un même coup d'archet. Et je renvoyais dans mon esprit tout ce que nous avions donné en échange de ce moment. La mobilisation d'abord, l'animation agitait les rues de la ville comme celle d'une fourmilière cinglée par un coup de fouet, les uniformes se multipliaient à vue d'œil comme dans une génération spontanée, les uns coquets et fiers d'avoir eu raison d'être, les autres sortis de l'armoire dont ils gardaient les plis. Certains qui couraient vers la gare, serrés dans une voiture entre une femme et des enfants, d'autres encore démodés et attendrissants dans leur vétusté, tous ringaillardis de secouer un grand jour leurs vieux souvenirs. Je revoyais mes 3 mois d'attente au dépôt, morne et plein de crainte que la guerre ne fût finie avant que j'en eusse goûté. Les débuts du séjour dans les tranchées auxquelles notre esprit ne pouvait s'accoutumer et que nous limitions à une durée de 2 mois au maximum, puis m'apparaissait la monotonie de cette guerre immobile et le cri grignotement imbécile et sanglant que nous admirions bouche bée. Comme un éclair dans la nuit, c'était la grande espérance de l'attaque de Champagne. Le succès nous échappait de peu. Et plein d'espoir, nous nous préparions dans le calme et le travail à la définitive et victorieuse offensive. Bousculant tous nos efforts, c'était Verdun. L'effondrement, l'angoisse, le sacrifice, le sang. La guerre se traînait, un 3e hiver déjà. Le printemps ne nous apportait que l'échec lamentable et complet. La catastrophe morale dont nous nous relevions avec lenteur soulevée par un merveilleux et incompréhensible destin. Un 4e hiver encore et nous nous apprenions, dans une surprise effarée, que tous nos efforts avaient été vains, que nos affectifs étaient inférieurs à ceux que l'ennemi
à ceux de l'ennemi et que nous serions dans la nécessité de faire appel à toute notre énergie pour repousser l'attaque finale. La grande silhouette de Wilson seule nous étayait, et soutenue par l'espérance qu'il faisait luire à nos yeux, électrisée par l'exemple du grand vieillard, Clémenceau, en lequel revivait venant d'un passé lointain et mystérieux tout le génie de la race, arc-bouté dans un effort suprême de tout l'être, nous résistions. Et je voyais enfin le dernier quart d'heure, la chute de l'adversaire d'autant plus brutale que sa résistance avait été plus longue. J'ouvrais les yeux et c'était la victoire. Mais ce long regard jeté sur l'espace parcouru ne me laissait voir celui-ci que voilé par un brouillard de sang, piqueté d'un semis de cadavres innombrables, éparses, sur la montagne et dans la plaine, sous les bois et dans les tranchées, dans les trous d'obus et sous les croix de bois. Quel sacrifice! Et quel résultat! La guerre n'avait pas été la grande école que j'estompais. Elle n'avait pas changé l'aspect du genre humain. Elle nous laissait aussi misérables qu'elle nous avait trouvés. Et elle avait pourri les uns et régénéré les autres. Il y avait toujours des fripons et des honnêtes gens. Toujours la charité faisait des merveilles et toujours l'égoïsme tenait son spectre. La lutte pour la vie était plus âpre que jamais, plus féroce la volonté de jouir. Non, le monde n'était pas devenu grâce à la guerre l'idéal Arcadie. On régnerait sans effort la justice et la bonté. Alors à quoi bon? À quoi bon? À ne pas être allemand, à rester français, à vivre la minute que nous venions de vivre. But imparfait, diront certains, résultat néfaste, source de nouvelles guerres et de nouvelles discordes. C'était possible, je l'ignore. Mais je suis ainsi fait. Nous sommes beaucoup ainsi, et nous n'y pouvons rien. Que je veux vivre à travers dangers et aléas, une vie qui satisfasse à mes aspirations intimes, qui soit rafraîchie par cette source intarissable de joie, continuer la longue série d'ancêtres inconnus qui m'ont légué leur inquiétude et leur désir, leur passion et leur qualité. J'estime que ce n'est point ce sentiment de patrie qui troublera jamais la paix du monde, mais j'estime aussi qu'il ne doit jamais s'humilier devant des appétits brutaux et conquérants sous peine de voir disparaître notre raison, même de vivre et de voir renaître une ère de lutte et de violence encore plus sanglante que celle que l'on eût voulu éviter.